Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour ce deuxième live Twitch de Tashkil pour analyser ce match entre la Tunisie et la Guinée équatoriale. Donc, on remercie tout d'abord tous ceux qui étaient présents pour notre premier live après le match contre la Libye. Merci à tous pour vos commentaires très sympas et votre soutien parce que ça nous aide à continuer et c'est super d'avoir des feedbacks qui nous permettent de savoir les points qu'on doit améliorer. Donc, merci encore. Donc aujourd'hui, on va analyser ce deuxième match contre la Guinée équatoriale, cette deuxième victoire. Et parmi nous, on a de nouveaux visages, comme vous pouvez le voir. On a d'abord Henny. Salut Henny, comment ça va? Salut Karim et bonjour à tout le monde et très heureux de revenir sur Etashkila. On a aussi Soso, le fidèle. Bonjour à tous, très ravi de vous revoir sur le live Twitch et Tashkila avec une connexion qui marche bien. Exactement. On a Brahim aussi, qui était là Salam la dernière alaikum. fois. Comment ça Ouais. va? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. J'espère que tout le monde va bien aussi. Salam alaikum, Nas al-Kull. Et on vous remercie encore une fois pour vos feedbacks positifs et pour votre participation lors du dernier Twitch, live Twitch. Et voilà, on espère que celui-ci va vous plaire aussi. En tout cas, on a des choses à dire. Absolument. Et le meilleur pour la fin, on a le grand Firas. Bienvenue Firas, comment ça va? Merci, merci. Merci pour la présentation. Ouais, je suis très heureux de faire partie de cette interface, enfin, cette nouvelle aventure sur les nouvelles interfaces sur Twitch. Et écoutez, j'espère que ça va bien prendre, hein. Absolument. Donc on rappelle cette victoire 2-1 qui nous place à la première place du classement et on était déjà qualifié, donc qui conforte un peu notre position de leader puisqu'on finit avec 0 défaite. On a seulement fait un match nul contre la Tanzanie à l'extérieur. Donc d'abord, on va commencer par analyser les compos de départ de ce match. Après, on passera à une analyse générale du match. Ensuite, on analysera un peu le coaching de Mauvais Coupe et de son staff. On passera ensuite au top et au flop de ce match pour enfin faire une petite projection sur les prochains rassemblements et les prochaines échéances de la sélection. Donc, on va commencer avec les compos de départ. Et on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la compo de Bayer? Bon alors Karim, là pas de surprise, hein, classique 4-3-3 avec de nouveaux visages. Il était temps, je dirais, d'avoir ces nouveaux visages. Avec Talbi en défense centrale, on l'attendait. Dahmen, la Vox Populi le demandait. On a eu l'occasion de le voir. On a vu démarrer Ben Slimane, qui a été très intéressant sur d'autres rencontres, beaucoup moins aujourd'hui. On en parlera tout au long de cette discussion. L'Abdi, qui fait une belle saison au Paris FC. Il y a eu de nouveaux visages qui ont été intéressants et d'autres choses qui m'ont déplu. Mais globalement, c'est sur le 4-3-3 qui, pour moi, n'est peut-être pas forcément la meilleure approche, mais on en parlera ensemble. Ouais, on rappelle qu'on a eu d'ailleurs, il y a eu 9 changements sur ce match par rapport au match contre la Libye. Donc, quasiment tout l'effectif a été changé par Bayer avec de nouveaux joueurs comme Abdi qui avait sa première titularisation. À toi, Brahim. Comme vous l'avez dit, il y a eu 9 changements, donc on attendait des changements, on voulait des changements, on voulait un turnover, on voulait voir de nouveaux visages. Maintenant, c'est la manière dont ça a été fait qui pose peut-être problème. C'est-à-dire qu'on a vu des changements, mais peut-être des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Je pense notamment à Enis Ben Slimane. On sait que c'est un milieu relayeur gauche. Contre le Soudan, il a donné satisfaction à ce poste. Puis contre le Nigeria, alors qu'il nous avait donné une satisfaction à ce poste contre le Soudan, contre le Nigeria, il a été trimballé à droite. Il a fait un mauvais match. Puis le dernier match contre la Libye, de nouveau, il est rentré à gauche et en milieu relayeur gauche. Et là, il a fait un très bon quart d'heure. Aujourd'hui, de nouveau trimballé à droite. Je comprends pas le sens de ce changement justement parce que on s'est dit qu'on tenait la doublure de Fulgeni Sessi.
Et après le voir à droite, je ne comprends pas pourquoi l'avoir aligné à ce poste. Je préfère le voir un quart d'heure en fin de match ou les 20 dernières minutes dans le poste dans lequel il peut nous donner un plus, plutôt que de le voir à droite. C'est valable aussi pour Hamza El-Fia. Donc on sait qu'on a un titulaire qui est Youssouf Msekni en milieu offensif gauche. On sait que sa doublure, c'est Sliti. Et au final, Fia, voilà, il pourrait avoir un petit quart d'heure aussi en fin de match, mais le faire jouer à droite aussi, c'est contre-productif parce que c'est pas son poste. Et on verra pas le meilleur de Hamza Fia. Donc, Effectivement, Brahim, c'est pas lui rendre service à ce poste-là. Toi, Sofiane, si on te demande ton avis, un avis général, hein, pour rester dans les généralités sur ce match, sur la composition, tu en as pensé quoi? Ben, la première chose qui est criante à mes yeux, c'est que le 4-3-3 n'est pas super adapté à la sélection. Donc, c'est assez compliqué. Après, il y a eu quand même certaines bonnes choses, comme la petite complémentarité entre Saifeddine Jezid et Ali Abdi, qu'on a pu voir aussi face à la Libye lors de la seconde mi-temps. On a vu qu'ils avaient une certaine affinité footballistique et humaine également. On a pu voir aussi, on va dire, que c'était aussi contre-productif. Je vous rejoins vis-à-vis de Hamza Rafia, de le faire jouer à droite, parce qu'on sait très bien que lui, il préfère jouer à gauche et repiquer sur son pied droit, ou bien être dans l'acte en électron libre. Donc voilà, on va rentrer dans les divers détails après, mais à vue d'œil, la première chose qui m'a pour le moment marqué, c'est le dispositif tactique, et on a vu que les joueurs étaient pas à l'aise, du moins à l'instant T, vis-à-vis de ça. Voilà. Ok, donc globalement tous d'accord. Le plan de jeu, le 4-3-3, les joueurs, Firas, qu'est-ce que tu en penses? De toute manière, faut se rendre à l'évidence. Le 4-3-3, ça va être, c'est ce qu'on va avoir avec le Mondial Al-Kbair. De toute manière, ça, on va pas y couper. Maintenant, le problème, c'est juste l'animation. Et l'animation, je pense qu'avec des mecs comme Ferjani Sessi, il faut savoir que Ferjani Sessi, on attend de lui du combat, de l'implication physique, mais on ne l'aura jamais si on attend ça de lui, de toute manière. Je pense qu'on le connaît un peu assez maintenant. Il a joué en Tunisie, en Europe. Il a joué et il est champion d'Afrique avec Zamalek, etc. Donc je pense qu'il faut comprendre que il a joué en Asie aussi. Ouais, bon, l'Asie, ouais, il a joué en. mais il peut, en fait, c'est lui qui est dépositaire du jeu aujourd'hui. C'est pas Msekni, c'est pas le Khazri, c'est pas Ben Slimane, c'est donc lui. Il faut le protéger au milieu de terrain. Et pour le protéger, il va falloir de toute manière jouer avec deux milieux avec lui qui sont proches. Et après, pour l'animation offensive, je pense que pour moi, de toute manière, aujourd'hui, ça a été validé. Si on n'a pas un numéro 9 qui fait des appels dans la profondeur comme Jazeli, c'est mort, on ne fera rien du tout. Jazeli, pour moi, c'est la grande surprise. Enfin, la surprise. En tout cas, c'est vraiment. Ces deux matchs où on était déjà qualifiés, mais il fallait quand même les jouer d'un point de vue réglementaire. Nous ont permis d'apprendre, en tout cas moi, m'ont permis d'apprendre qu'un mec comme Jazir est essentiel dans l'articulation, dans l'animation du jeu de l'équipe nationale aujourd'hui. Ouais, totalement d'accord sur Jazir. Et pour moi, tu avais surtout quatre bonnes nouvelles, disons, dans ce 11 de départ. Donc déjà, le gardien d'Ahmed, que je réclamais depuis très longtemps. On reviendra après sur ce qui s'est passé par la suite. Mais déjà, il a commencé. T'as Montassar Talbi, qui remplace un Yassine Merieh très hésitant sur les derniers matchs de la sélection et qui aussi devait perdre sa place. Donc parfait. Ce qui est logique, hein, Karim. Au final, ce qui est logique. Ce qui est totalement logique. Mais bon, sportif et logique, oui. On sait que chez nous, la logique ne prime pas toujours. Donc c'est super. Ali Rabzi qui est récompensé aussi de sa saison, qui finit très bien le dernier match et qui commence celui-là. Et enfin, tu as Saïf Jeziri, aussi logique, mais c'était bien de le voir. Et comme Enzi Firas, il confirme avec un but. Il montre que c'est bien le profil qui nous manquait, capable d'apporter ce profil, d'apporter de la profondeur, de faire des appels dans le dos de la défense, chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, c'était les 4 bonnes nouvelles. Après, voilà, tu avais aussi la présence de certains cadres, comme Ferjani Sessi, Srili qui est indiscutable, le retour de Msekni aussi. Donc, et de plus en plus de joueurs qui s'affirment un peu dans l'équipe, j'ai l'impression. Parce qu'on a des mecs qui sont quand même là maintenant depuis un certain nombre d'années et qui intègrent bien les nouveaux. Et par exemple, pour prendre l'exemple de l'intégration de Laïdouni,
Aïssa Laïdouni, qui, j'ai l'impression que lui, ça va être un élément essentiel, peut-être pas sur le terrain, parce que tout dépendra de l'animation, tout dépendra de la composition, mais dans le groupe, ça va être, j'ai l'impression, qui va parler d'égal à égal avec des mecs comme Sekni, comme Sril, etc. On voit son comportement sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui lui font confiance, on voit qu'il communique beaucoup avec le capitaine ou avec Dylan Brown, etc. Donc je pense que, en fait, c'est ce genre de profil-là qui peut upgrader un peu l'équipe nationale. Tout à fait d'accord. Si on peut parler 2 minutes sur Leidouni Firas, tu sens que son intégration va apporter énormément. Tu vas faire un step-up en fait dans l'équipe nationale. Et ce qui a été très visible aujourd'hui, son entrée difficile de faire une analyse complète sur le joueur. Il a joué quoi, 15-20 minutes. On a tout de suite vu la différence dans la densité, dans le volume de jeu qu'il apporte. Et aussi, une autre notion, c'est l'agressivité, mais toujours positive. Il va gratter les ballons très haut sur le terrain dans le camp adverse. Et ça, c'est ce qui nous manquait, où parfois on avait tendance, nous, à reculer. Lui, il fait monter le bloc en allant gratter des ballons, en allant les chercher dans la moitié de terrain adverse. Et ça, c'est très, très intéressant. Je pense que sur le long terme, ça va être vraiment un atout pour la sélection nationale. Tu sens que c'est un mec qui a fait des matchs de Ligue des Champions face à des grosses équipes qui conservent la balle, face à plusieurs styles de jeu différents et surtout des matchs à haute intensité. Tu sens que le mec, il est rodé déjà pour ces trucs-là. Et quand il arrive contre des petites équipes, entre guillemets, le mec, il apporte énormément son plan physique et son plan d'impact. Et comme tu as dit, c'est de la bonne agressivité. C'est ce qui nous manque au milieu de terrain. Parce qu'avec Cessé, on ne l'aura pas forcément. Et Sreli, c'est beaucoup aussi dans l'intelligence de jeu. Donc bon, lui, c'est vraiment la pièce maîtresse pour moi, de son Sreli. C'est vraiment un apport. C'est un profil aussi, c'est un profil qui nous permet d'avoir aussi un double pivot avec Sreli, comme on disait l'autre fois, pour des matchs d'un autre type, par exemple à l'extérieur ou contre un adversaire de plus gros calibre. Et c'est aussi un profil qui peut jouer plus haut en position numéro 8. Donc ça nous offre aussi beaucoup de solutions à ce niveau-là. Ouais. Moi, j'ai parlé des points négatifs. Je vais continuer avec vous sur les points positifs. Donc, on a parlé de Talbi. Il a fait parler ses qualités en défense. Donc, c'est un défenseur assez serein qui fait des interventions sereines. Il est assez sobre. Il relance proprement. Donc, c'est ce qu'il nous fallait pour compléter le duo avec Dylan Brown. Jezil, on en a parlé aussi. Je suis content de son intégration parce que c'était le poste qui nous manquait, dans le sens où, dans l'animation offensive de Monterrey Bay, le milieu offensif droit et le milieu offensif gauche commencent sur les côtés et viennent décrocher dans l'axe. Et on demande à l'attaquant de partir en profondeur simultanément ou de demander le ballon en pivot. Chose que ne faisait pas Khazeli dans cette animation. Khazeli a décroché avec les deux autres. Du coup, on se retrouvait avec 3 joueurs qui décrochent et on n'avait plus personne pour prendre de la profondeur. Donc, Jazili, il avait ce profil qui pouvait apporter quelque chose de plus et qui pouvait correspondre dans cette animation. Khazeli, il n'y a rien de mal à ce qu'il décroche, mais il faut alors qu'un des milieux offensifs fasse une course en diagonale pour demander en profondeur. Khazeli, d'ailleurs, la période où il a le mieux réussi, c'était quand il y avait Fakhreddine Ben Youssef qui était beaucoup plus complémentaire, puisque quand Khazeli décrochait, Fakhreddine Ben Youssef partait en diagonale et demandait dans la profondeur. Donc dans cette animation offensive, on a gagné vraiment un très bon attaquant qui est Jaziri. Et Layouni, comme vous l'avez dit, il apporte cet apport au niveau des duels. Et il va gratter des ballons assez hauts, et donc c'est vraiment un plus. Maintenant, j'aurais préféré le voir en 6 pour voir ce qu'il pourrait apporter en cas d'absence de Srili. Mais si tu regardes bien, l'apport de Jazeli se conjugue avec les qualités de Montassar Talbi. D'ailleurs, qui pour moi reste aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur tunisien après Dylan Brown. Donc, il faut absolument qu'il joue à la place de Yassine Malier. J'ai rien contre Malier, mais vraiment, Montassar Talbi, on l'a vu aujourd'hui. On voit son apport défensif, mais aussi dans le jeu long. Et si tu vois bien dans ses intentions de jeu, il joue toujours avec la tête levée et il cherche toujours une position, un jeu vers l'avant. Il cherche toujours à jouer de l'avant. Si tu as un attaquant comme tu disais, si tu as les 3 comme Khazel, Msekni et Stiti qui ont plutôt tendance
à décrocher. Ouais, ça va pas matcher avec le jeu de Monta Sertal, qui a un très bon jeu long. À contrario, un mec comme Jazel qui bouffe les espaces, qui est toujours positionné entre les deux défenseurs centraux adverses et qui prend toujours la profondeur. Une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, si c'est bien travaillé, à un moment donné, ça va payer sur un long ballon. Il aide ton bloc à être très haut sur le terrain, à moins subir, par exemple, ce que disait Karim tout à l'heure, quand tu vas jouer contre des équipes qui sont de plus gros calibre, où toi, naturellement, tu vas avoir une tendance à reculer. Par exemple, ce que tu disais avec Msekni, avec El Khazri, où tu as tendance à Eslit, tu as tendance à reculer. Quand tu prends Jaziri, inconsciemment, dans l'équipe adverse, tu vas dire, il y a quelqu'un qui prend la profondeur, qui va se mettre entre les deux défenseurs. Donc, moi, il faut que je fasse attention. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous dans les solutions tactiques. Exactement. Et puis aussi, ça met en valeur aussi les joueurs un peu les tricoteurs comme Jezeli ou même Msit, qui essaient de décrocher un peu, ou même comme Slit, on sait c'est pas juste des dribbleurs, ils ont aussi une bonne qualité de passe, une bonne lecture du jeu. Donc forcément, un mec qui bouffe les espaces, qui prend la profondeur. Et en plus, il joue souvent en première intention, Jezeli. Donc s'il est dans la surface, il va pas hésiter, il va frapper. Alors que quand on avait les mecs comme Khazer, Msek, Stiti, c'était beaucoup de passes aux abords de la surface, du petit jeu, etc. Et ça se finissait 99% avec une frappe écrasée de Msek. Donc forcément, c'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé assez intéressant justement la prise de profondeur de Jeziri. Je trouve que pour moi, c'est un peu une sorte de révélation en sélection au vu du parcours du joueur. Et justement, la joie après son but confirme tout. C'est-à-dire que le mec est heureux d'être là. Et tu sens qu'à travers ça peut être, voilà, ça reste que des vidéos de la FTF, des rassemblements. Tu sens que le mec est vraiment très, très bien intégré dans le groupe. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une des grosses satisfactions. Et l'arrivée des Aidouni aussi, ça nous permet justement de combler à certains postes où justement on manque de profils comme lui. Et on peut avoir une pluralité maintenant dans le jeu. On a un gars comme Enis Ben Simen qui se projette bien vers l'avant, un gars technique comme Fedjani Sessi, un gars plus devant la défense comme Sriri, un gars comme Aidouni qui va au mastic, comme on a pu le dire avant. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant et on a vraiment une pluralité. Et avec ça, Mondal Koubaï, normalement, doit se régaler. Bon, les amis, je vais essayer de faire un peu, de vous rapporter quelques questions sur le chat avec des questions vraiment intéressantes. Je commence par notre ami analyste. Il vous dit, le bloc haut adverse et la gestion catastrophique de la profondeur a aussi facilité le match de Saifeddine Jazil. Ouais. C'est vrai, mais je vais répondre aussi que Jazil, il a fait des appels donc entre les deux défenseurs axiaux, mais là où il a été le plus dangereux, c'est quand il faisait les appels entre le défenseur axial et le défenseur latéral. C'était cette zone-là qui était justement dans laquelle il y avait un déséquilibre dans la défense de la Guinée équatoriale, et il a directement compris, et c'est là qu'il faisait les appels, et c'est là qu'il était très dangereux. Donc, dans la zone qui se situe entre le défenseur axial et le défenseur latéral. Et ça peut servir justement pour les prochains matchs quand on a justement des défenseurs latéraux qui sont assez offensifs ou qui ont un repositionnement ou un repli défensif assez approximatif. Super. Donc là, il peut apporter quelque chose de plus. Merci Brahim, merci Annalise pour la question. Il y a une question de notre ami Rui Maciel. Il dit, il voit bien l'Aïdoun Isri dans un système à 4-2-3-1. Avec deux pivots. Aïdoun et Esri associés. Malheureusement, ça peut. Nous, on sait que notre point fort se situe au milieu de terrain. On a au moins 6 joueurs de haut, voire très haut niveau. Et donc, en fait, jouer dans une position en 4-2-3-1 où tu rajouterais un milieu offensif et où tu enlèverais un relayeur, ça peut-être enlever l'un de nos points forts. Et donc, ça dépend aussi évidemment de l'adversaire contre qui on va jouer. Mais pour moi, le milieu est notre point fort et on ne doit pas forcément se priver d'un relayeur pour faire briller le rideau. On voit très bien qu'il peut aussi briller dans un système avec 3 milieux relayeurs. Enfin, 2 relayeurs et un 6, quoi. Donc, pour moi, on doit garder ce système. Super, ok. Sinon, il y a une question, c'est une confirmation par rapport à l'Esrili qui, pour moi, pour beaucoup de gens, et c'est Timour 94. Dédicace à tous les 94 d'ailleurs, qui dit que Yesril, c'est quand même la confirmation et il devient vraiment le tollé de l'équipe. Ils sont bien d'accord.
Vas-y, Moi, je suis Firas. même pas. Vas-y, Firas, vas-y. Allez. Non, vas-y, vas-y. Non. Moi, j'allais dire, c'est même pas une confirmation. Enfin, on l'apprend pas aujourd'hui. Techniquement, il est au-dessus. Et ce qui est frappant avec Sriri, c'est son intelligence de jeu, sa capacité à analyser les situations, à se mettre dans la bonne situation au bon moment. C'est vraiment quelqu'un, on s'en rend peut-être pas compte, mais où intellectuellement, il est très très fort. Il est très très fort. Et ça fait écho à ce que disait Karim, où c'est vraiment ce compartiment du jeu où on brille avec cette génération-là. Et Sriri nous permet, nous, d'atteindre ce niveau-là. Ok, super. Il y a une question pour toi, Firas, notre ami TN4182CS. Il parle du match de Msekn. Il a dit, j'ai vu quelques matchs depuis son arrivée à l'Arabie, au Qatar. Et il dit, franchement, pour lui, c'est deux mondes différents. Qu'est-ce qui explique son niveau correct depuis quelques temps avec son club et son niveau horrible aujourd'hui? Trop de pression en sélection. C'est Une psychologique. pression sur mesure, Firas. Non, mais en fait, moi, quand je vois le match de Msekn aujourd'hui, je l'analyse pas d'un point de vue technique, parce que de toute manière, elle a rien à montrer, mais d'un point de vue psychologique. En fait, il souffre de la différence avec les autres, qui eux ont un mec comme Jaziri, par exemple, ou Ben Slimane ou Rfia, sont aujourd'hui dans le groupe et ont tout approuvé. Alors que Msekn, lui, quand il revient aujourd'hui avec l'équipe nationale, il récupère le brassard, il a pas grand-chose à prouver à Mandarek Bayer, ni aux supporters, ni à qui que ce soit. Par contre, il est là, lui, pour se remettre lui en confiance. Alors, c'est un peu peut-être égoïste de sa part, mais je pense que c'est la manière dont il a abordé le match aujourd'hui. Donc, lui, il a fait son match, sa petite partition de son côté. Ça n'a pas été, ça a été nul, faut le dire. Mais en fait, il essaie de revenir petit à petit, de se remettre dans le moule. Quand on a un mec comme Jazelle qui essaie de montrer toutes ses qualités et qui multiplie les appels, et que d'un côté, tu as un mec comme Msekni qui lui essaie juste de reprendre ses marques, forcément, il souffre de la comparaison. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas du tout. Il va revenir. Voilà, on sait qu'il a passé depuis 2018. Il est sur une mauvaise passe, on va dire, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Mais il va revenir. Et je pense que s'il enchaîne les matchs avec son club, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas bon et qu'il revienne et qu'il retrouve son vrai niveau. Moi, je vais ajouter une chose, peut-être. Vas-y, Brahim. Et après, une dernière question, après, on reprend. Ok. Msekni, parmi tous les milieux offensifs qu'on a, c'est un des seuls capables de tout le temps faire les bons appels quand il décroche. Ouais, il se place tout le temps entre les lignes, il se place très bien entre les lignes et ça, aucun autre milieu ne le fait aussi bien que lui. Peut-être maintenant que au niveau justement de l'engagement, au niveau de l'envie, il n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître dans le match de Msekni, dans tous les autres matchs d'ailleurs, il a vraiment cette capacité à bien se placer entre les lignes et à proposer tout le temps. D'ailleurs, Talb, il l'a trouvé plusieurs fois parce qu'il décrochait bien entre les lignes et il demandait beaucoup de ballons. Chose, par exemple, que n'a pas faite Hamza El-Fia. Donc, normalement, il devait être sur un côté et venir décrocher dans l'axe. Il était souvent coltiné sur son côté, Hamza El-Fia. En parlant de Fia, on parlait du côté droit. Il y a deux questions, je vais essayer de les poser en même temps pour notre ami Soso. Il y a Trabelcio et EFAC 95. Là, on passe dans le 95. Et ils parlent en fait des changements apportés par Mandrek Baye. Ils sont plutôt d'accord sur une chose, c'est que la place à droite, avec la confirmation entre parenthèses de Jézir, elle est finalement réservée à Wahbi Khazri. Elle peut être réservée. Le problème, le cas épineux, c'est qu'on va se poser la question, est-ce que l'équipe de Tunisie joue mieux avec Saifeddine Jaziri en pointe ou avec Wahbi Khazri en faux neuf, entre guillemets? Au jour d'aujourd'hui, c'est deux profils totalement différents. J'espère qu'on est bien d'accord. C'est-à-dire que Wahbi Khazri, des zones un peu moins que Jaziri, ne prend pas pour trop la profondeur, des zones plus que Saifeddine Jaziri. Donc, peut-être que la place à droite, au vu des performances de Saifeddine Jaziri, que ce soit en club ou bien ce qu'il montre, en tout cas depuis sa première sélection, peut-être qu'il va décaler, obligé à Mandrek Bayer de décaler Wahbi Khazri à une place qui est la plus idéale peut-être pour lui, qui est à droite ou bien derrière l'attaquant. Il y a une remarque en complément, après on reprend le live.
Tounsi qui dit en faux neuf, Raz est meilleur, en profondeur, c'est Jazil. Donc, Faut arrêter avec les faux neufs. Ouais. En faux neuf, si tu ne travailles pas pendant aux entraînements au quotidien, ça va rien t'apporter. Donc, faut arrêter. Moi, je dirais même que le faux neuf, il dépend justement d'un autre joueur. Il faut qu'un des milieux offensifs ou un des ailiers fasse croise avec lui et fasse des appels en diagonale dans l'axe. Si on n'a pas un profil, un ailier qui peut le faire, ça sert à rien de jouer avec un faux neuf. Mais oui, mais non, mais en plus, tu vas avoir un faux neuf. Mounir Kbair, il base son jeu beaucoup sur les débordements des latéraux. C'est une des satisfactions que j'ai moi de Mounir Kbair, c'est de voir les latéraux vraiment ne pas hésiter à monter, à prendre les espaces. Oui, apporter au jeu offensif aussi. Des latéraux qui débordent, des mecs et un mec comme Kichrida. En plus, c'est des mecs qui sont excellents à leur poste. Si tu es avec un faux neuf, ouais, bon, tu vas centrer, sur 90 centres, tu vas en avoir 89 qui vont tomber sur les pieds ou la tête des défenseurs centraux. Donc, ça sert à rien un faux neuf. D'ailleurs, en parlant de latéraux, les amis, on a eu la première de Ali Abdi, on a aussi eu la première de Montassar Talbi. Vous en avez pensé quoi de ces deux joueurs aujourd'hui? Bah, pour ma part, je pense que Ali Abdi part avec une longueur d'avance sur Ali Marloul et Oussama El Haddadi parce que il y avait toujours cette balance entre les deux. On savait pas vraiment qui allait s'imposer et qui serait vraiment titulaire lors d'une compétition internationale ou continentale. Là, je crois qu'Ali Abdi a mis tout le monde d'accord. Par contre, ça fait sortir ça fait sortir de la concurrence Amin Ben Mohamed. Donc, lui, s'il veut prendre une place en équipe nationale, il va falloir se repositionner au milieu de terrain. C'est compliqué. C'est compliqué. À gauche, c'est compliqué. Très compliqué parce qu'un mec comme L'Abdi, en plus, il survole déjà cette saison et il confirme avec les matchs de l'équipe nationale. Vu le jeu proposé par Mounir Kbair sur comme je disais tout à l'heure, vraiment basé sur les côtés, sur les débordements des latéraux, je pense que L'Abdi va se régaler. En plus de ça, c'est un mec qui n'hésite pas, il centre, il s'est centré, il prend les espaces, il enchaîne les courses à haute intensité, les allées. Franchement, pour moi, L'Abdi part avec une petite longueur d'avance, mais une longueur d'avance quand même sur les deux autres en tout cas. C'est un joueur qui a démontré qu'il avait, comme on parle de façon courante, la caisse. Il est capable d'enchaîner les courses et ça c'est très très important de prendre les couloirs. C'est ce qui nous manquait. Et on en parlait offline. Moi, par exemple, j'ai vu une différence entre ce qu'il apportait à Abdi et ce qu'il apportait sur son versant Keshirida, par exemple. Moi, j'ai été déçu de l'apport de Keshirida aujourd'hui, sauf sur les 15-20 dernières minutes où on l'a vu apporter offensivement. Alors, je ne sais pas s'il est bridé ou pas. Pour être honnête, il est vraiment monté. Mais Abdi, lui, ça a été constant avec la répétition des efforts, la répétition des courses. C'est ce que moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui de la prestation de Abdi. Et c'est quelque chose sur laquelle tu vas te dire pour, par exemple, des Coupes d'Afrique ou des Coupes du Monde, ou sur des échéances très courtes, sur 2 semaines, tu as une répétition des matchs. Abdi, lui, il est capable de répéter ce genre d'effort-là. Et ça va être un point fort pour nous. Absolument. Pour parler peut-être de Keshirida, comme tu l'as souligné, il a été meilleur en fin de match. À mon avis, le changement et l'entrée de Khaoui y est pour beaucoup. Parce que justement, on a reproché à Hamza El-Fia, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses parce qu'il n'a pas évolué dans son poste préférentiel. Mais El-Fia, justement, il était coltiné sur un côté, il faisait pas les appels qu'il fallait dans l'axe, il n'a pas beaucoup combiné du coup avec Keshirida. Par contre, on l'a vu directement à l'entrée de Khaoui, il y a eu beaucoup de combinaisons entre les deux. Donc, je pense que les profils qui ont été associés à Keshirida sur le côté droit ne l'ont pas beaucoup aidé. Maintenant, mais ça n'enlèvera en rien qu'il aurait pu peut-être mieux proposer sur ce match. Et dernière chose, peut-être concernant Keshirida, peut-être qu'il y avait des consignes de la part de Kbair de ne pas monter en même temps que Abdi pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Parce que si Abdi monte d'un côté et Keshirida, le pendant de l'autre côté, se retrouve assez haut sur le terrain, ils vont se retrouver à 2 dans l'axe et ça risque de créer un déséquilibre sur les contre-attaques. Donc, peut-être qu'il y avait une consigne aussi du coach qui a fait que Keshirida n'a pas été aussi offensif que d'habitude. C'est desservir Keshirida sur ce match parce que la comparaison, tu l'as faite de facto et c'est frappant.
malheureusement pour Kesherida. Tu as l'impression qu'il a. Moi, je le connais pas. Tu as l'impression que c'est quelqu'un d'assez timide, qui jouait, d'assez timoré, qui se cache limite un petit peu, qui refuse d'apporter offensivement, alors qu'il a la caisse lui aussi. Non, mais tu vois, le côté droit, il n'a pas été du tout performant aujourd'hui. Si tu regardes bien, Rfia, il finit après, il joue pas vraiment à ce poste-là. Ben Simen, il joue pas à ce poste-là. Keshired, s'il monte, je pense que Rfia va peut-être faire les efforts défensifs. Mais c'est tout le côté droit aujourd'hui qui a été sacrifié. Peut-être, je sais pas s'il a été sacrifié dans le but de faire des essais. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est un match où les deux équipes étaient qualifiées, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense que le côté droit a été vraiment aujourd'hui en dessous de ce qu'il aurait dû être avec un mec comme Keshired, en tout cas sur le côté droit. Mais Ferraz, de toute façon, un latéral droit, il doit, entre guillemets, tout le temps enchaîner les courses. Ouais, surtout dans un profil typiquement latéral droit offensif, ou même dans le foot moderne aujourd'hui, où tu dois régulièrement enchaîner les courses pour pouvoir justement avoir cette confiance-là, c'est-à-dire avoir confiance en ton jeu, avoir aussi confiance en tes coéquipiers, surtout tes ailiers, d'accord ? Ou bien ton milieu central qui est de ton côté, tu vois. Et je pense que Keshired, son problème, c'est qu'en sélection, il a un peu perdu cette confiance-là. À l'Étoile, il la retrouve petit à petit, et Karim et Ibrahim pourront me le confirmer, il la retrouve vraiment, parce qu'on voit les derniers matchs de l'Étoile, il est quand même bien, il est bien. Par contre, avec la sélection, il faut dire que depuis maintenant la CAN 2019, Keshired est compliqué. Après, il y a eu des trucs extra-sportifs. On ne va pas rentrer, bien entendu. Tout le monde sait ce qui s'est passé, etc. Le décès de son frère, nani, nana. Mais il y a eu quand même, entre guillemets, une sorte de... Comme a dit Henny, on sent qu'il est timoré, on sent qu'il a le frein à main, on sent qu'il ne veut pas oser. Il peut faire plus, mais il ne veut pas oser. C'est bien dommage et on espère en tout cas retrouver un excellent Keshired parce que la concurrence drague Keshired sur le côté est bénéfique pour la sélection. Avec aussi d'autres joueurs comme Naguez qui toquent à la porte, enfin qui retoquent à la porte, entre autres, et puis d'autres jeunes aussi qui sont là. Voilà. Pour revenir sur les deux nouveaux aujourd'hui, donc vous avez très bien parlé d'Abdi, moi je vous rejoins totalement. Pour moi, il est peut-être, contrairement à Firas, je le mets un peu derrière Marloul quand même, parce que j'attends de voir ce que Marloul peut nous donner quand il va revenir. Mais concernant Talbi, je ne sais pas ce que vous avez pensé de sa première, mais moi je l'ai trouvée plutôt rassurante, voire très rassurante, contrairement à Yassine Merih qui était hésitant sur les derniers matchs, comme on l'a dit beaucoup de fois. On va pas encore. J'ai bien aimé, moi. Encore l'enfoncer. Techniquement. C'est ça, il est très propre techniquement, il est serein. Ouais. Ou là, Yassine Merih, Karim, lui, tu vois, il est dans la mauvaise agressivité, il est assez brouillon. Il va arriver parce qu'il a beaucoup d'impact physique, ce qui peut créer des fautes aux 25 mètres, aux 20 mètres. Pour compenser la lecture du jeu. Exactement. Tandis que lui, Talbi, il a la lecture de jeu, plus, je ne sais pas si ça se dit, la propreté technique. Techniquement, il est propre. Il a des interventions et des relances qui sont propres. Est-ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit sur jeu court et jeu long également. Un jeu épuré. Il a plus un jeu épuré, Talbi, par rapport à Merih, qui a beaucoup de déchets. Qui est trop brouillon, beaucoup trop brouillon. Et ça a un impact aussi psychologiquement. Où tu sais que quand il va être en mise en difficulté, il va aller sur des fautes. Non, mais en plus de ça, tu sais que ça peut t'apporter aussi une, comment dirais-je? Alors, pour moi, faut vraiment qu'il soit aujourd'hui titulaire en défense centrale. Mais vu sa lecture du jeu, du jeu adverse sans ballon et avec le ballon de la lecture du jeu de ses coéquipiers, vu sa qualité technique et vu son impact physique, je pense qu'on peut éventuellement aussi, en cas de pépin, le mettre devant la défense. Je pense que c'est un super joueur. Il a juste un tout petit point négatif, c'est qu'il est un tout petit peu, il est un peu lent sur les sprints. Mais on peut pas tout lui demander non plus. Mais je trouve vraiment que ça se travaille aussi peut-être, je sais pas. Mais il est grand, il est lancé, il joue bien, il est propre balle au pied. C'est le genre de joueur qui joue toujours, tu sais, avec les mains comme ça, là, tu sais, à chercher une solution. T'as l'impression qu'il danse, mais en fait, il cherche une solution parce qu'il veut toujours jouer de l'avant, en fait. Il veut toujours aller de l'avant. Les passes latérales à Dylan Brown ou à son latéral gauche, à l'Arabe, s'il est à 3 mètres de lui, ça l'intéresse pas, lui. Lui, ce qu'il veut, lui, c'est jouer avec Fergine. C'est lancer devant pour Gisèle qui prend la profondeur. C'est faire un changement de côté. Et c'est comme ça que tu déstabilises, le bloc adverse. Donc, pour moi, Talbi, c'est vraiment aujourd'hui, ça doit être une pièce essentielle de l'équipe nationale avec Dylan. Totalement d'accord. Quelques questions, justement. Alors, ce que tu disais, Ferraz, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu as un fan club qui nous suit aujourd'hui, mais
Firas, alors Talbi a marqué des points, c'est FA 95. Pour lui, Bron et Meriah, ça apporte satisfaction. Et il faut sortir Meriah du 11. Non, Brodetal. Ouais, Bron et Talbi, pardon. Ok. Après, ouais, pardon. J'ai dit quoi? Bron et Meriah. Bron et Meriah, t'as dit. Bon, ok, désolé, FAC. Hein. Alors, le monsieur N, Talbi est très intéressant. OPF, OR, Talbi très propre. James, 59, Talbi plus que Meriah. Alors, il y a une question qui est intéressante, je ne sais pas si qui veut répondre. Par rapport à Ali Abdi, ils disent qu'en termes, dans les hiérarchies de la sélection, ou en tout cas dans l'esprit de Mondre Kbaye, Ali Maloul il est le premier. Il y a une place à prendre derrière Ali Maloul. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, Ali Maloul est quand même bien installé à ce poste à cause de beaucoup de choses, dont ses références au plus haut niveau, dont ses performances avec Al-Ahli. Je ne sais pas si Ali Abdi est juste derrière ou s'il met encore Haddadi derrière. Ça, c'est une très bonne question. Parce que on sait très bien que les sélectionneurs par le passé, et encore Mondre Kbaye, aiment bien avoir un profil à l'Ali Maloul offensif comme ça, et un autre profil plus défensif comme Haddadi. Et à chaque fois dans les grandes compétitions, c'est ce côté frileux qui ressort. Donc est-ce qu'aujourd'hui, Mondre Kbaye, il aura un peu le courage de prendre deux latéraux de ce profil? Je ne sais pas. C'est une question vraiment qui mérite d'être posée. Moi, j'hésite, mais en tout cas, dans l'esprit de Mondre Kbaye, je pense qu'Ali Maloul reste numéro 1 aujourd'hui. C'est Miss BS qui a posé la question. Même si Maloul reste numéro 1 dans la hiérarchie, je pense que l'Abdi devrait être sélectionné, ne serait-ce que pour sa polyvalence, entre autres. Exact. Maloul, je pense que ce qui va le desservir, c'est ses blessures. S'il continue comme ça va être compliqué. Mais, et puis il arrive sur, il est pas tout jeune, quoi. Ouais, en plus, il a ce choix qui va sur les 30 ans là cette année. 90. Sofiane, il y a Ismaël qui disait qu'il suit bien l'Abdi qui joue en Ligue 2. Il a une panoplie d'un bon latéral gauche, justement, et il est en train de le confirmer. Donc, il est un peu au-dessus des autres pour lui. Au-dessus, moi, personnellement, je trouve au-dessus sur ses entrées et sur son match d'aujourd'hui. Après, le truc, c'est que, en fait, il faut comme celui qui a posé la question vient de le dire, en fait, il fait une très bonne saison. Donc, il ne fait pas un one-shot, si tu veux. Donc, on sait que c'est son réel niveau, ce qu'il a montré sur les deux matchs avec l'équipe nationale. Ouais, donc, clairement. Je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire avec lui, quoi. Après. Il a quel âge, Ali Abdi? C'est un 95, c'est ça, non? 27 ans, il me semble. C'est un 93, ok, d'accord. Non, c'est polyvalent, donc il peut apporter ce plus-là. Après, il marque des buts. On sait très bien que bon, Ali Maloul aussi marque beaucoup de buts. Il ne faut pas oublier ça, qu'il a cette faculté-là à marquer aussi. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, il a terminé meilleur buteur du championnat tunisien une année. Donc après, voilà, c'est intéressant d'avoir ces deux profils-là. Haddad, il est un peu plus sur les basiques, les fondamentaux, même si Haddad, de base, monte beaucoup. Bon, après, voilà, il a trois profils différents, coach MK, et à lui de façonner son puzzle en vue de la CAN 2022. Donc, voilà. Ok, super. Bah, les gars, merci beaucoup donc pour cette partie sur les compos qu'on a analysé très largement. On va passer maintenant sur une analyse plus globale du match et sur notamment la partie coaching de Mandver et donc les changements qu'il a mis en place en deuxième mi-temps. Mais d'abord sur le match en lui-même, sur les 90 minutes et sur la physionomie du match, qu'est-ce que vous en avez pensé de notre prestation globale et même sur l'évolution de l'équipe à travers le match? Par exemple, Firas, toi, t'en as pensé quoi? Le match en lui-même, il y a eu plusieurs phases en fait dans le match. Il y a eu le premier quart d'heure où on faisait un pressing haut à la perte du ballon. Il fallait absolument récupérer le ballon le plus haut possible pour pouvoir attaquer directement et étouffer l'équipe adverse. Après, on s'est un peu calmé. Il y a eu la nouveauté, comme je disais tout à l'heure, avec la connexion CCGZ, pardon, sur la profondeur et sur les longs ballons. Il y a eu pas mal de déchets aussi. Et ce qui m'a fait très très peur, moi, c'est surtout il y avait un no man's land entre la défense et le milieu de terrain. Srel était laissé à l'abandon.
il était seul. Et je pense qu'avec une équipe un peu plus réaliste, on aurait pris un but ou deux en première mi-temps, mais très facilement. Parce que c'est comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas compter sur lui pour aller au combat. Et de toute manière, c'est pas son jeu, il ne le revendique pas. Et Ben Slimane, il joue, voilà, c'est un peu un relais aussi un peu plus haut, qui est peut-être plus proche de la surface adverse que de la nôtre. Donc forcément, il s'est retrouvé tout seul devant la défense et c'était un peu compliqué pour lui. Il y avait aussi des fois des montées de Montassar Talb qui est monté sur l'attaquant adverse au milieu de terrain dans le rond central pour pouvoir éviter justement cet espace vide laissé entre la défense et le milieu de terrain. Mais sinon, globalement, ça a été un match. On a appris qu'on pouvait jouer avec un neuf de qualité, qu'on avait des latéraux de très bonne qualité, même si Kéchili ne fait pas un grand match, mais on connaît sa qualité. Et Montassar Talbi qui a montré que aujourd'hui, je pense qu'il a mis un coup de tampon sur le poste de défenseur central et ça va être lui qui va être associé à Dylan Brown. En tout cas, je le souhaite. Ouais, totalement. Il faut souligner aussi qu'on marque assez tôt, on marque dès la 4e minute, ce qui peut-être facilite après la gestion de notre match. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que peut-être 100% de nos occasions, on les a grâce à la gestion de la profondeur calamiteuse de l'adversaire, comme le disait tout à l'heure Annelise dans le chat. C'est-à-dire que ce soit sur le premier but où Jézil il part dans le dos du central, que ce soit ensuite sur les autres occasions où c'est nos deux latéraux, Abdi et Kéchili, qui se les procurent. Ça a toujours été des joueurs qui partaient dans le dos du bloc. Et c'est la Guinée, en fait, j'ai l'impression qu'après notre but, elle a surtout bloqué l'axe pour tenter de bloquer cette qualité de passe de Felgeni qui leur a fait mal sur le premier but. Et finalement, nous, on a beaucoup perdu de temps dans le sens où nos deux offensifs, Msekni et Rfiara, rentraient beaucoup à l'intérieur. Et donc, on n'avait pas forcément de solution sur les côtés. Et il nous manquait un petit peu ce joueur capable d'étirer leur bloc. Donc, pour moi, on a perdu presque la moitié de la mi-temps sur ça. Et c'est pour ça que je dis heureusement qu'on a marqué au début parce que le match pouvait vite se compliquer sinon, malgré la faiblesse de l'adversaire, je trouve. Vas-y, Firas. Non, juste un dernier mot. Faudrait aussi qu'on apprenne à cadrer les frappes. Je viens de voir la stat, c'était 11 tirs, 2 cadrés, donc 9 au-dessus ou à côté. En plus, c'était pas des frappes de loin, c'était des frappes dans la surface aux abords. Donc, je pense que si on avait appris à cadrer nos frappes, je pense qu'on aurait fini aussi avec un score un peu plus conséquent pour nous en tout cas, et qu'on aurait pu le match sereinement. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Les 10-15 premières minutes, il y a eu plusieurs étapes. Les 10-15 premières minutes, on a imprimé le pas, le tempo du match et on a clairement mis qu'on était au-dessus d'eux. Quand tu finis à la 90 plus 3 minutes, tu dis que le match a été bizarre, a été joué sur un faux rythme. On a été incapable, je ne sais pas s'il manque de jus, les joueurs qui ont été mis alignés étaient les bons joueurs, je ne sais pas du tout. Ils n'ont pas été impactants, percutants. Ils n'ont pas su être tueurs, donc beaucoup de déchets. Ce que tu disais, Firas, énormément de ratés techniques. Il me vient à l'esprit le super petit pont qui a fait Msekni qui s'ouvre quasiment au point de pénalty, face à face avec le gardien. Tu trouves à côté, c'est incroyable. C'est le nombre de déchets techniques. Hamza Rafi également. Mais surtout, en fait, tu as affaire aujourd'hui à une équipe de Guinée qui est ultra faible. Parce qu'encore une fois, la Tunisie, c'est un top 4 sur le continent africain. C'est ce qu'on doit attendre. Nous, on doit atteindre les demi-finales d'une Coupe d'Afrique. Autrement, ça sert à rien qu'on y aille. Aujourd'hui, tu n'es pas capable de tuer un match comme ça, d'imposer un rythme, d'imposer ton rythme et de rentrer à la mi-temps avec un 3-0 et de sécuriser pour après faire rentrer de nouveaux joueurs comme Tounekti, etc. en totale sécurité. Tu finis le match à 2-1, tu dis on n'est pas passé loin de la correctionnelle. On n'est pas passé loin d'un match nul pathétique. Donc, c'est pour ça, moi, je suis… on a dominé le match face à une équipe de Guinée qui a été très, très faible. Mais aujourd'hui, si tu vas me dire c'est quoi l'analyse tactique, mais qu'est-ce que tu veux que j'analyse tactiquement un match comme ça où on n'a pas été bon, où on n'a pas su mettre de rythme. Et moi, je vais clôturer sur un point. Il y a quelque chose, moi, c'est juste mon opinion à moi. Peut-être ça va rigoler sur moi, peut-être c'est faux, c'est ce qu'ils appellent unpopular opinion. Mais moi, aujourd'hui, c'est un joueur qui se regarde.
c'est pas un joueur qui fait accélérer le jeu. Alors oui, il est beau gosse, etc. Donc il y a tout ça, ce qui va dire, ouais, les gens ils vont se dire, ouais, c'est un bon joueur. Il touche beaucoup trop le ballon, et il ralentit énormément le jeu pour moi. On va me dire, ouais, mais sur son extérieur du pied, il lance Jaziri, très bien, il est capable de coups de génie comme ça, mais dans sa globalité, c'est pas quelqu'un qui est capable de mettre beaucoup de vitesse au jeu. Oui, moi je vais peut-être revenir sur l'analyse globale du match. Euh, Comme le match précédent, je pense que Mounder Kbeir c'est un peu troué sur la compo de départ. Le match précédent, en alignant des joueurs qui n'étaient pas en confiance, et sur ce match, en alignant des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Ce qui a fait que, par exemple, tout le côté droit était mort aujourd'hui pendant une grande partie du match. Donc ça, on l'a dit avec Rfia et Enis Ben Slimane qui sont plus à l'aise à gauche, qui se sont retrouvés à droite. Et la différence qu'il y a, par contre, avec le match précédent, c'est que le coaching de Monzal Kbeir a été très mauvais. Dans le match précédent, il a fait les changements qu'il fallait, qui ont apporté un plus. Cette fois-ci, les changements qu'il a fait n'ont pas apporté grand-chose et au contraire nous ont un peu enfoncé dedans. Donc, je pense par exemple l'entrée de Bgir. Bgir, on sait tous que c'est un excellent meneur de jeu. En le voyant entrer, moi, je m'attendais à ce que Mondor Kbeir change de système tactique et passe à un 4-2-3-1, donc qui fasse sortir par exemple Ferjeni Sessi. Comme l'a dit Rui Marcel, peut-être passer à un 4-2-3-1 en essayant la doublette Sriri et Laïdouni, avec devant eux Saad Bkir, parce que c'est un excellent meneur de jeu qui se place bien entre les lignes, qui demande beaucoup de ballons, qui joue en une touche de balle, qui accélère le jeu, qui fluidifie le jeu. Et là, on l'a retrouvé, Saad Bkir, coltiné sur le côté gauche. Il était un peu perdu, il dézonnait beaucoup, il savait pas ce qu'il fallait faire comme appel, etc. Donc, un premier changement qui a déstabilisé l'équipe. Puis l'entrée de Firas Shawat qui n'était pas le bon changement, encore une fois, parce que Firas Shawat, il n'est pas en confiance. Déjà, le fait de le convoquer et de le faire jouer, pour moi, ce n'était pas lui rendre service. Dans la forme actuelle qu'il affiche, il faut pas le faire jouer. Il va justement encore plus manquer de confiance. Il va encore plus avoir du mal à remonter la pente. Donc, c'était pas la bonne gestion qu'il fallait avec Firas Shawat. Donc, dans les changements, il y a eu, à un moment donné, on s'est retrouvé avec Msekni en numéro 9. Donc, encore une fois, on s'est retrouvé avec le même problème de trois joueurs qui décrochaient et personne qui demandait en profondeur. Donc, la gestion du match de Montor Kbeir, cette fois-ci, elle a été vraiment catastrophique. En plus de s'être trompé sur la compo de départ, la gestion n'a pas été la bonne. Et du coup, comme l'a dit Henny, on se retrouve avec un sentiment mitigé, puisqu'on se dit à la fin du match, on aurait pu finir avec un 2-2. Ouais, on va revenir tout à l'heure sur la gestion avec deux cas en particulier. Mais d'abord, Soso, toi, sur l'analyse générale du match, t'en as pensé quoi? Ben, je pense que, bon, déjà, il y a deux facteurs qu'on a omis de signaler. C'est que, enfin, toi, Zegret, t'en as parlé. C'est que, déjà, de une, on était qualifié. Donc, ce match, les deux équipes étaient qualifiées avant le début de la rencontre. Donc, ce match était, entre guillemets, compté pour du beurre, à moins qu'il était important pour les tests à faire, justement, pour incorporer du 109 dans la sélection, voir les joueurs dans une condition, entre guillemets, qualification Coupe d'Afrique, match officiel. Donc, c'est pas un match amical. Et la seconde des choses, c'est qu'on a marqué dès le début. Donc, quand tu marques dès la quatrième, on sait tous ici, on a tous joué au foot, ou on suit beaucoup de matchs. On sait très bien qu'il y a une baisse de régime totale, c'est-à-dire qu'on joue plus avec moins de pression plutôt. Voilà, avec moins de pression. Donc déjà, il y a eu ça. Après, sur le cas de Monzal Kbeir, moi, j'aimerais juste rebondir sur le cas Shawat et dire que je suis totalement d'accord avec Ibrahim. Parce que au jour d'aujourd'hui, Firas Shawat n'est même plus titulaire au CSS, d'accord? Pourquoi l'appeler? Pourquoi l'appeler alors que tu sais très bien qu'il n'est pas bien mentalement? Il n'est pas bien mentalement. On le voit dans ses touchés de balle quand on regarde le CSS en championnat ou bien en Coupe de la CAF. On sait très bien que Kingsley Edo est titulaire, qu'il y a Sola qui est titulaire, qu'il y a Harzi qui sont titulaires. Et que lui, il se contente de la fin de match, d'accord? Il se contente des 10 dernières minutes ou du dernier quart d'heure. Oui, Shawat a fait un très bon début de saison. Là, je suis d'accord sur ça.
Par contre, Chawat a petit à petit est rentré dans le rang. Et l'exigence d'un grand club comme le CSS font que Chawat n'est plus titulaire, qu'il est sur le banc. Et que l'appeler en sélection, en tout cas, ça, je dis pas que Mandel Kbayer lui a tiré une balle dans le pied, je dis pas ça. Mais je dis que comme quoi, grosso modo, comme on dit en tunisien, moi je fais waqtou. Donc ce n'était pas le moment. Voilà, ce n'était pas le moment de l'appeler. Et Travané sur le but qu'il met, je suis désolé, quand un attaquant de pointe met un but contre son camp, c'est qu'il est très, 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 très mal concernant son ego et sa confiance. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Okay. Voilà. Les amis, quelques questions directement là. Alors, je vais commencer par la question de Arabia qui nous a rejoint, qu'on salue d'ailleurs. Jed il pose une question, je ne sais pas qui aura le courage de répondre à ces questions. Il dit, est-ce que la Tunisie est un top actuellement? On n'a pas entendu, Hedi, ça a coupé. Est-ce que tu peux répéter, Hedi? Pardon. Est-ce que la Tunisie a un top 4 actuellement? Non, de facto, elle n'est pas un top 4. J'ai vu la question. De facto, elle n'est pas un top 4. Il y a des nations qui nous sont supérieures. Sur le papier, Zaïre, ils nous sont supérieurs. Maghreb, ils nous sont supérieurs. Sénégal, potentiellement. Côte d'Ivoire, ils sont supérieurs. Par contre, nous, on doit ambitionner d'arriver à ce top 4. C'est là la nuance. Nous, on doit ambitionner d'arriver en demi-finale d'une coupe continentale. Et c'est cette ambition qui va nous pousser, nous, Jed et les autres, à nous améliorer. Autrement, ça sert strictement à rien. Si tu sors au premier tour, tu vas faire quoi? Pourquoi tu veux présenter une sélection nationale comme la Tunisie, qui a des références en club et en sélection, sur un tournoi continental? Moi, je pense que peut-être le manque de stabilité au niveau de l'effectif fait qu'on ne peut pas encore y penser. Donc, dans le sens où Kbayer, maintenant, c'est son 10e match à la tête de la sélection, il doit avoir des certitudes. Donc, il doit avoir son 11 titulaire et il doit avoir les 11 remplaçants en tête. Et il doit arrêter de trimballer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Donc, le seul poste peut-être pour lequel on a un plan A et un plan B, c'est le poste de milieu offensif gauche. On sait qu'on a Msekni et Naïm Sliti. Pour les autres postes, on sait toujours pas, on sait qu'il y a peut-être un titulaire, mais on ne sait pas qui va le remplacer à ce poste. C'est dommage parce que maintenant, c'est son 10e match. Il faudrait qu'il ait un noyau dur et une équipe sur laquelle compter. Et au moins, quand il aura son noyau dur, la forme des joueurs jugera qui sera titulaire des deux. Mais il faut qu'il ait à chaque fois, pour chaque poste, 2 joueurs au même niveau, plus ou moins au même niveau, et qui peuvent apporter un plus à l'équipe. De toute façon, tu auras la vérité dans quelques mois, Brahim. On verra ça dans quelques mois. Oui, mais de toute manière, la fédération a travaillé dans ce sens. Alors, moi, j'ai beaucoup été critique envers la fédération, envers le parrain de la fédération, je ne vais pas l'appeler président, là, l'autre fou, là, qui est. Le docteur. Yes, docteur, de quoi. Mais sinon, les gars, pardon, Phila, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais je vous dis, en fait, cette instabilité-là, en fait, de la sélection, elle est aussi due à pour le coup, là, une bonne partie de la fédération qui travaille bien, c'est-à-dire le travail de Mohamed Slimane, qui est ramené à chaque fois du 109, du 109, qui essaie en tout cas de trouver les futurs joueurs pour la sélection tunisienne. Donc forcément, on est en pleine phase de test, moi j'ai l'impression aujourd'hui. On est en pleine phase de reconstruction avec Montassar Talb qui est jeune, Lahadouni qui est jeune, on a, comment ça s'appelle? On a quelques nouveaux joueurs, Ben Slimane aussi qui est jeune. On n'a pas essayé des mecs comme Tounek, on les a pas essayés, mais ça c'est MK, là, Michael Kors de la sélection là, qui fait n'importe quoi. Donc non, mais c'est vrai, faut dire. On va en parler de Tounek. On est en reconstruction petit à petit, donc forcément, on peut viser le top 4, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Franchement, pas pour tout de suite. L'équipe est arrivée à maturité. Le Maroc est arrivé à maturité. La Tunisie, pour l'instant, on est encore en train de. Voilà, on est en pleine croissance. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Firas. Brahim, je suis d'accord avec toi. Qui revient régulièrement, c'est par rapport à Mandel Kbayer. Il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce que vous voyez Mandel Kbayer rester à la tête de la sélection? Il faut qu'il prouve pour moi contre les gros. Parce que pour l'instant, on a fait des bons matchs que contre des équipes qui affichaient un niveau
en deçà des attentes. Donc, on attend qu'il réussisse, qu'il tienne son match de référence face à des gros. Et par exemple, contre la Côte d'Ivoire, on a vu qu'on n'était pas encore prêt. Contre le Cameroun, on a fait un bon match, mais on n'a pas gagné. Contre le Nigeria, on a souffert. Donc, il faut pour moi que l'on confirme face à un gros calibre pour pouvoir se projeter avec Mondial Kbair. Mondial Kbair, il est allé avec la sélection. Hein. C'est-à-dire lui aussi, il n'est pas confirmé. C'est pas un entraîneur, c'est pas un sélectionneur, pardon, confirmé. C'est la première fois qu'il est sur le banc de la sélection, qu'il prend ses responsabilités. Donc, j'écorche un peu, voilà, Mondial Kbair de temps en temps, mais moi, je trouve que si on veut stabiliser l'équipe nationale, il faut quelqu'un de son tempérament à lui. C'est pour nous ramener je pense qu'avec Benzarti, c'est des one-shot, par exemple, ou quelque chose comme ça. Sinon, il fallait chercher à viser un étranger. Mais là, il faut demander aux parents de la fédération d'allonger l'argent. Parce que l'argent, on voit rentrer on voit entrer à la fédération. Par contre, quand il ressort, on ne voit pas où est-ce qu'il va. Donc, ouais, évidemment, il y a aussi la question du budget aussi. Quel type de sélectionneur on peut s'offrir aujourd'hui. Pour revenir à Kbair, justement, on va parler plus longuement un petit peu de deux cas en particulier. D'abord, le cas d'Ahmed qui commence le match, mais qui est remplacé à la mi-temps par Mouaz Hassen, qui est un gardien, qui est le 3e gardien de Brest aujourd'hui, et qui n'a pas joué de match officiel depuis très longtemps. J'ai pas la date exacte, je vous avoue, mais pour moi, il n'a pas été premier gardien d'un club depuis au moins 2019. 2 ans, Soso me dit. Donc voilà, il a été remplacé à la mi-temps. Et ensuite, on parlera du cas Sébastien Tounex, qui est donc le jeune binational qui a été convoqué et qui a joué 0 minutes. Donc on va commencer par Hassen. Moi, personnellement, c'est un cas qui me tient beaucoup à cœur, le cas d'Ahmed, parce que je le dis plein de fois, il doit être titulaire, numéro 1, etc. Et pour moi, ça le dessert totalement et ça entame sa confiance de le remplacer à la mi-temps par un gardien qui n'a pas joué de match officiel depuis 2 ans. C'est un très mauvais message que tu lui envoies. Et c'est-à-dire qu'il n'est même pas numéro 2 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est en ballottage avec un gardien qui ne joue pas dans son club. Et c'est quoi le message que tu lui envoies ? Pour moi, c'est un cadeau empoisonné qu'il lui a fait en le titularisant aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord, Sofiane. Moi, je suis d'accord. Juste pour nuancer, que la fédération ou qu'un sélectionneur veuille aider un joueur qui est en difficulté, c'est totalement normal. Qu'une fédération, que le président et le Kbair, ils disent, OK, on va prendre Mouaz Hassen avec nous pour lui donner de la confiance par rapport au groupe, pour lui se dire potentiellement il y a des recruteurs qui vont se dire OK, il y a potentiellement un gardien qui est bon avec la Tunisie, qui est plus ou moins libre. Ça, il y a pas de problème. Mais par contre, aujourd'hui, que tu es ton numéro 1 actuellement, Farouk, qui soit pas dans une bonne passe, ou tu as Dahmen au CSS qui enchaîne depuis longtemps, c'est pas depuis un mois, qui enchaîne depuis longtemps les super prestations, que ce soit au niveau local ou sur les coupes continentales, que tu le ramènes dans un match où déjà ta sélection, elle est déjà qualifiée, donc qui compte pour rien du tout, tu lui sors à la 45e minute, tu l'as détruit. Tu confortes ton gardien numéro 1 qui est pas bon depuis très longtemps et tu tues psychologiquement et moralement la dynamique du gardien qui pousse à la porte, qui dit moi c'est moi le meilleur, je sais que je suis le meilleur, parce qu'on n'est pas aveugle. Tous ceux qui suivent le football tunisien savent aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui va se dire que Dahmen c'est pas le numéro 1 pour moi. Celui qui va dire que Dahmen n'est pas le numéro 1, je suis désolé, c'est un menteur ou alors il ne voit pas tous les matchs. Farouk est loin, Farouk est pas au niveau. Là aujourd'hui, tu installes Farouk et sauf accident, blessure, Farouk il sera cet été au Cameroun numéro 1. Ce qui est un scandale aujourd'hui. C'est encore une fois, c'est la gestion de la fédération, parce que on a eu vent aussi de certaines histoires où certains joueurs n'étaient pas sélectionnés alors qu'ils étaient excellents en club pour X ou Y raison, pour des règlements de compte, etc. de balles. Un mec comme Dahmen qui entre dans la hiérarchie premier, deuxième ou troisième, c'est très bien. Aider un mec comme Mouaz Hassen qui est pas bien en club aussi. Cette logique-là, moi je suis d'accord avec toi, Henny.
il faut de toute manière, si tu veux créer un groupe, c'est aussi ça, voilà, aider un gardien qui est pas bien en club. Par contre, aider un gardien qui est pas bien en club au détriment d'un autre qui toque qui postule pour la première place et qui se donne à fond parce qu'il faut se les bouffer les matchs, comment ça s'appelle, les matchs du championnat, pardon, et les entraînements où le mec il se donne à fond sur ça, sur chaque prestation pour pouvoir espérer jouer en sélection. Et tu as le sélectionneur qui lui dit bon, à la 45e, merci, au revoir, on va faire rentrer un mec qui n'a pas joué depuis 2 piges. C'est pas compliqué. On peut faire ça le match d'avant avec Ben Massa pour le coup, puisque Ben Massa de toute manière, entre guillemets, il est confronté dans sa place de numéro 1. Bah, dans ce cas-là, tu le sors à la 45e, tu fais jouer Moaz Hassan, tu fais plaisir à l'un, l'autre il est conforté, il n'y a pas de problème. Et Dahmed, tu le fais jouer un match complet. De toute manière, les 2 matchs, il n'y avait pas d'enjeu. Mais bon, encore une fois, il faut comprendre la gestion. Moi, les gars. Vas-y, Sofiane, vas-y, Sofiane. Ouais, merci. Moi, ce qui me dérange, c'est plus sur le cas Moaz Hassan. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Henny sur le constat global de ton idée, c'est vraiment parfait. Dahmed, il enchaîne quand même pas mal. T'as Atef Trili qui, depuis 2021, revient bien, on peut le dire. Puis tu as le cas Moaz Hassan. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le crédit qu'on donne à Moaz Hassan? Parce que déjà, c'était le cas l'autre fois, on en avait parlé dans un podcast, comme quoi il sélectionne pour le placer, etc., pour pouvoir qu'il soit bankable au niveau du marché européen, même si vraiment, dans les faits, ce n'est pas parce qu'il a une sélection en plus avec la Tunisie que les clubs européens vont se bousculer au portillon. Il faut arrêter 2 minutes cette lubie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce mec-là a une immunité. Depuis qu'il est sélectionné, il a une immunité. Ça y est, il est sélectionné. Il ne pourra pas changer de sélection. Il faut arrêter. Il ne va pas aller avec la France ou avec je ne sais qui, ou jouer avec la sélection monégasque ou je ne sais qui. Il faut à un moment donné arrêter et être logique dans les choses. Au jour d'aujourd'hui, cette rencontre, c'était pour faire des tests et tu avais l'opportunité de donner la confiance à Dahmed ou bien de donner la confiance à Atef Trili. Mais non, bien entendu, comme d'habitude, on décide de tout bazarder alors que les choses pourraient se passer de manière plus logique et plus saine. Mais non, on décide de mettre... Ce qui est gênant, Sofiane, ce qui est gênant, si je peux me permettre, autant par le passé, tu as eu des relents un peu nauséabonds, moi qui me déplaisaient sur les binationaux, les immigrés, où tu as beaucoup, entre guillemets, des vrais Tunisiens qui reprochaient à ceux qui habitent de l'autre côté de la Méditerranée de pas forcément être de bons Tunisiens, etc. Moi, c'est quelque chose qui me touchait et je trouvais ça nauséabond. Et pas juste. Autant aujourd'hui, tu as l'impression, et je le dis en tant que binational, hein, autant tu as l'impression qu'un mec qui a un passeport français ou un autre passeport, il a l'immunité comme dans Koh-Lanta. Il va se dire, OK, moi, je joue en France, donc je dois m'imposer. Mais non, pas du tout. Et si tu veux être cynique, moi, tu regardes d'après coup l'analyse de pourquoi Moraz, il a été appelé. Moraz, il trouvera jamais, malheureusement pour lui, il trouvera jamais un contrat en Europe en pro. Il n'est pas assez bon pour. Le train, il est déjà passé. Tu as l'impression que tu as des gens à la fédération, ils essayent que dans un pays arabe ou en Tunisie, ils vont le faire signer, peut-être dans le Khalij, comme ça, ils vont prendre. Voilà. Mais c'est triste, hein, quand on arrive à être cynique comme ça et à penser de mauvaises choses ainsi. Et c'est dommage. Et c'est là, et c'est en ça que Kbair, il est responsable. On dit souvent que c'est pas lui qui prend les décisions. Je suis désolé. Lui, il est sélectionneur. C'est lui qui est responsable de la liste et de qui est-ce qu'il fait jouer. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a pointé du doigt, c'est lui. C'est un ticket entre Kbair et c'est un ticket Kbair, l'autre là, Dark Vador ou Dergel. Donc c'est ce que je veux dire ou pas. Donc ils bossent ensemble en bonne intelligence parce que au final, malgré tout, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a il y a une qualification avec je crois qu'on a marqué 14 buts, donc une des meilleures attaques de la phase de qualif. On a remporté. Voilà, donc on est qualifié, on est premier du groupe, faut qualifier à 2 journées avant la fin. Donc pour l'instant, vraiment le bilan factuel, il plaît en leur faveur, en tout cas en la faveur de Mondal Kbair. Mais Firas, 2 minutes, je te coupe, mais moi je continue dans ton idée, gros. Mais regarde, par exemple, au jour d'aujourd'hui, comme il a dit Henny tout à l'heure vis-à-vis du top 4, et la question de Jed était très pertinente, d'ailleurs que je salue au passage. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cette phase de qualification? Est-ce que le gap, est-ce que c'est là qu'on va voir où on a progressé? C'est face à des gros. Au jour d'aujourd'hui, moi j'attends avec impatience la CAN va être révélatrice.
une qualification en CAN, bon, moi je suis d'accord, très bien. C'est très bien qu'on soit qualifié, mais pour moi, je n'en tire aucune conclusion. Désolé, je suis totalement désolé, je n'en tire aucune conclusion. Et au jour d'aujourd'hui, c'est face à des équipes comme le Ghana, c'est face à des équipes comme le Sénégal, c'est face à des équipes comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme le Nigeria, qu'on va voir vraiment notre niveau et qu'on va voir la force de caractère face à la pression de nos joueurs. On l'a vu contre le Nigeria, le match amical. On l'a vu le Nigeria contre le match amical où il y avait de la vitesse, on commençait à parler chinois. Il n'y avait plus personne qui répondait sur le terrain. Sur ça, les gars, on va y revenir justement après sur les projections. Mais avant, on va revenir sur un autre cas. Ibrahim, toi, tu en as pensé quoi du cas de Sébastien Tounexti qui a été convoqué et à qui on a accordé 0 minutes? On a entendu beaucoup de bien de Tounekti. Contrairement à d'autres jeunes, c'est un joueur qui a plusieurs minutes en pro, donc qui a joué et qui a montré de belles choses. Maintenant, il joue un peu moins, mais voilà, on a des échos d'un joueur très polyvalent devant qui peut jouer ailier gauche et les droits, qui peut jouer en pointe. Donc, on aurait aimé voir ce que pourrait apporter. Donc, le but de convoquer Tounekti et d'autres joueurs et d'insérer d'autres joueurs dans ce projet, c'est de voir justement s'ils peuvent apporter un plus à la sélection. Et là, on n'a pas pu s'arrêter malheureusement sur ses qualités. On n'a rien vu du tout. On s'attendait à le voir aujourd'hui. Justement, on parlait du changement Mouaz Hassan Dahmen. C'est peut-être à cause de ce changement qu'on a été privé de voir un Tounekti sur le terrain. Et ça, c'est très malheureux. C'est vrai, c'est vrai que c'est très curieux, surtout que, comme tu dis, c'est un joueur qui a quand même un peu de temps de jeu dans le monde professionnel, contrairement à d'autres de ses collègues qui ont été convoqués avant, qui ont eu du temps de jeu avec la Tunisie sans avoir de temps de jeu dans leur club. C'est assez curieux, on en a entendu beaucoup de bien. Et en plus, dans cette logique-là, comme tu as dit, de le convoquer, c'est pour le voir aussi. Donc pourquoi ne pas lui donner un peu de temps de jeu? Et j'ai bien peur que ce soit je sais pas si c'est le changement de Mouaz Hassan qui fait qu'il ne rentre pas, ou je sais pas si c'était prévu avant, mais en tout cas c'est très curieux qu'il ait eu aucune minute. Moi je me suis dit qu'il allait au moins avoir 5 minutes. Je sais pas les autres ce que vous en pensez. Maintenant moi je trouve pas d'autre explication, mais peut-être que administrativement il ne pouvait pas jouer ces matchs-ci et il a été convoqué justement pour voir l'ambiance de la sélection et voir comment ça se passait en sélection. Peut-être. Autrement, je ne vois pas d'autre explication en tout cas. Peut-être aussi qu'il y avait une gêne, une défaillance physique. Franchement, il y a aucune explication. En tout cas, si on enlève tous les problèmes extrasportifs, il n'y a aucune explication pour justifier ça, non, le fait de ne pas l'avoir mis sur le terrain. Donc, je pense forcément, moi, je ne vais pas m'avancer et dire que c'est un scandale, etc. Parce que je pense qu'il doit forcément y avoir une raison. C'est pas possible d'avoir sélectionné un mec, de lui demander, enfin, de lui dire de venir jouer avec la sélection tunisienne, de le ramener en Tunisie, etc. Au final, de le laisser pointer sur le banc. Il doit forcément y avoir une explication, que ce soit physique, administrative, peut-être même aussi un problème de comportement. Parce que tactiquement, il n'y a rien. Il joue, il rentre, il joue. Et c'est des matchs sans enjeu, donc il n'y a pas de problème. Donc je pense que peut-être que administrativement, donc il rentre, il teste un peu, là, il prend la température avec la sélection, avec le groupe, etc., l'avis du groupe et tout. Donc il ne peut pas jouer. Mais je ne vois pas d'autre explication si ce n'est le côté administratif ou physique. En tout cas, extra sportif, quoi. Ok, très clair. Pareil aussi. Ou alors, quand il est fort de voir des gels et que lui, il ne peut pas jouer. Voilà. Les autres, Henny et Soso, pareil? Pareil, administratif, extra-sportif. Après, je pense qu'au prochain rassemblement, s'il n'est pas blessé, je pense qu'il sera là et qu'il aura un petit quart d'heure ou un petit 10 minutes à la fin d'un match amical. Ouais. Moi, j'espère juste qu'ils vont lui expliquer la situation, c'est tout. C'est ça. C'est juste qu'ils vont avoir l'intelligence de lui expliquer la situation. Parce que moi, vous êtes bienveillant. Moi, la différence, je pense que je suis un peu plus cynique que vous. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pépin physique quelque part. Je pense que c'est juste une gestion du joueur. Ils vont l'expliquer en français ou en anglais, l'explication? Bah, si c'est mauvaise balle, ils veulent l'expliquer en anglais. Bon, on va passer rapidement sur les tops et les flops du match. Donc chacun donne 3 tops et 3 flops. Ibra, je te laisse commencer. Je mettrais Jaziri
dans les tops, Sril est encore une fois pour sa prestation. Il a été impérial encore une fois et son placement a été la clé du match pour moi. Il venait sans cesse demander le ballon dans l'axe. Il se plaçait entre les deux axiaux pour pouvoir justement permettre aux axiaux d'écarter et de trouver rapidement des solutions vers l'avant. Donc ça a été pour moi une pièce maîtresse dans ce match. Et le troisième Abdi. Voilà. Maintenant pour les flops. Bon, c'est méchant parce qu'ils n'ont pas été mis dans les meilleures conditions, mais je dirais Hamza Al-Fia, Anis Ben Slimane et Keshirida, dis-le, Keshirida. ouais, Keshelida aussi. Mais bon, il n'a pas été aidé à cause des deux Sortez autres. le champagne. Sortez le Non, champagne. non. Ibrahim vient de dire du mal. Je regrette déjà ce que j'ai dit. Je regrette déjà ce que j'ai dit. Sortez le champagne, bravo. Ça, on va te le ressortir à chaque fois. Enregistré. Là, cette capsule-là, je vais couper ça, tac, et la mettre sur le compte Twitter de Teshkila. Non, c'est Mais magnifique. on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. En tout cas, je pense qu'il n'a pas été aidé par ce côté droit défaillant, les joueurs qui ont été associés, et peut-être à cause des consignes du coach qui lui a demandé de ne pas monter pour créer un déséquilibre, parce que Abdi était toujours aux avant-postes. Voilà. D'ailleurs, tes trois flops sont sur ce côté droit. Soso, toi, top et flop? Alors, mes trois tops, c'est Jaziri parce que tu sens que le mec apporte une vraie plus-value à la sélection, et puis c'est très intéressant d'avoir un attaquant de ce profil-là. Ensuite, deuxième top, je dirais Aidouni parce que justement il a pu son incorporation en tout cas m'a plu sur les deux matchs. Je trouve qu'il s'est vite acclimaté au groupe, que ce soit tactiquement et voilà dans le moule sélection. Et le troisième top pour moi c'est Montassar Talbi, donc on réclamait Talbi, l'axe Brown Talbi. J'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant, c'était assez propre, même si des fois il y avait on sentait qu'il était un peu stressé, mais en tout cas il a fait preuve d'un bon placement et de bonnes relances, donc c'était intéressant. Sur mes trois flops, Hamza Al-Fia, parce que ces derniers temps c'est vrai qu'il joue plus trop aussi avec la série C, avec la Primavera, il a eu quelques pépins physiques. Le problème c'est qu'il y a cette rechute là après son but justement en Coppa Italia à la Juve. Et justement, il va falloir qu'ils se remettent un peu la tête dans le guidon et se remettre au boulot, parce que la rigueur en Italie, c'est comme ça, il faut se remettre au boulot et que c'est pas parce que tu as marqué un but que c'est ça. Et ensuite, ça sera Youssef Msek, désolé Firas, mais je suis obligé. Aujourd'hui, il n'était pas très très bon, même si en club, on revoit le Msek ni Del Tahil des belles années. C'est intéressant ce qu'il fait à l'Arabie, je te l'accorde, c'est vrai, il faut le dire. Mais là, en sélection, là, on sentait que voilà, il n'était pas top. Et le dernier que j'ai dit, c'est qui le dernier que je voulais mettre Keshrida peut-être. Ouais, Keshrida, parce que voilà, il manque un peu d'apport offensif. Voilà, pardon. Parfait. Firas, top et flop? Alors pour moi, ça va être des tops et des flops collectifs. J'ai mes trois tops, c'est la défense centrale, la connexion entre Dylan Brown et Montassar Talbi. Le deuxième top, ça va être l'attaque, c'est-à-dire la pointe. Pour le coup, ça va être Jezere, mais c'est vraiment l'animation avec la présence d'une vraie pointe Jezere. Et le troisième top, ça va être le jeu sur les ailes proposé par Ali Abdi. Même si Keshelida ne fait pas un grand match, mais sur le dernier quart d'heure, on a pu voir voilà, ce qu'il peut vraiment apporter quand il est dans de bonnes dispositions. Pour les flops, ça va être pareil, des flops collectifs avec le milieu de terrain. Et ce que je disais tout à l'heure, le no man's land qui est laissé entre la défense et le milieu avec le seul Srel et tout seul pour colmater les brèches. Le deuxième flop, ça va être l'intensité globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu. Il n'y en a pas eu à part le premier quart d'heure. Après, c'était sur un rythme de sénateur, comme on dit. Et le troisième flop, ça va être vraiment la dernière touche quand on est face au cage. Avec cette stat qui tue, on a eu, je crois, comme je disais tout à l'heure, sur les 11 frappes, 9 non cadrées. Et c'était pas des frappes de 35 mètres. Hein. C'était des frappes vraiment dans la surface ou vraiment aux abords de la surface. Voilà. Ok, super. Merci pour ces top et flop collectifs. Henny, à toi. Alors sur les tops, je mettrais l'Abdi par rapport à son envie et son abattage aujourd'hui, et beaucoup d'enthousiasme. Jaziri par rapport à son but, si tu vois sur la longue passe de Sessi, sa première touche, c'est une touche foireuse. Il va au combat pour la récupérer. C'est agrémenté d'un but, ça aussi c'est positif. Sriri,
top class, ce mec-là, l'intelligence de jeu. Par rapport au flop, Anis Ben Slimane, qui n'a pas été bon. On est là pour dire quand est-ce qu'il est bon. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Hamza Rafia, qui n'a pas été bon. On salue son agent sur Twitter et celui qui est chargé de sa com. Mais il n'a pas été bon aujourd'hui. Et pour lui, Hamza, moi, je l'enjoins à trouver très rapidement un club. Parce que l'excuse, il joue pas à son poste, ça va pas durer longtemps. Malheureusement, ça va le desservir. Et le deuxième point, en fait, j'hésitais entre Msekni, que je porte pas forcément dans mon cœur, Kesherida, mais aujourd'hui, le flop, ce serait Kbair, pour la gestion globale de son match, qui n'a pas été bonne. Rien à dire, parfait. Écoute, moi je vous rejoins un petit peu, hein, c'est les noms qui reviennent toujours, donc Sril et Impérial, c'est toujours le cas. Abdi aussi, pour sa première titularisation, je l'ai trouvé très très bon sur le côté gauche, sur le plan offensif. Et Jeziri aussi, rien que pour sa première mi-temps et pour ce qu'il peut apporter différent. Flop, pareil, faire sans hésiter. Il faut qu'il trouve un nouveau club, encore une fois, on l'a dit plein de fois. Ben Slimane aussi, que j'ai beaucoup aimé sur les derniers matchs. Peut-être que c'est le fait qu'il soit en position de relayeur droit. On ne sait pas, mais en tout cas, il faut le dire quand il est moins bien. Et enfin, c'est que Niki, pour moi, jouer un peu sa partition de son côté, essayer de faire un peu tout seul, rentrer trop dans l'axe, porter trop le ballon. Voilà, flop. Oui. Non, ça y est, j'en ai parlé, moi, de mes top et flop. On va peut-être parler de notre projection pour l'avenir maintenant. Comment se projeter avec l'équipe nationale. Je disais à Heidi de nous rapporter ceux des auditeurs. Ouais. Les amis, vous m'entendez? Oui. Tout à fait, Thierry. Allez, c'est parti. Reçu 7 sur 7. Reçu 7 sur 7. Hen est à le bonjour de Radime. Voilà. Le frangin. Ok, donc alors, pour Rabia, les tops. Chaziri Skhiri Talbi. Pour Khaireddin, top. Dahmen Abdi Talbi. Et Jaziri Skhiri aussi. Rui Maciel, Talbi Skhiri Jaziri. Enfin, on a les trois qui se répètent globalement. Le monsieur, pareil, Jaziri Skhiri Talbi. Pareil pour Maïcha Faka, ok. Slim Tounsi, Talbi Skhiri Jaziri. Houmaz, pareil. Bon, pour Rabia, ici trois flops, il dit Bron, Rafia Ibn Slimane. Je ne sais pas pourquoi il a cité Bron, mais bon. Alors, d'ailleurs, Hedi Benzat, il le dit pourquoi Bron, justement. Flop, Rafia Ibn Slimane, Kishri Damsek, aussi, les amis. Damsek, qui est cité parmi les flops. Il est dans mes flops. Ah, d'accord, Sofiane. Ok, super. Alors, le monsieur, pour lui, flop, Msek, il fait Khawi aussi. Apparemment, Khawi, il fait pas l'unanimité. Tounsi, les flops, le fait Msek, ni Shawat. Ah, il prend cher, Shawat. Hein. Et puis, pour finir, les amis, on a qui d'autre? Ouais, c'est bon, c'était pas mal. Donc, c'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, merci pour cette on va maintenant passer à la projection pour les prochains rassemblements. Selon vous, quels sont les joueurs qui ont gagné des points, ceux qui ont perdu des points? À quoi il faut s'attendre? Est-ce que Monvolkbaer a enfin son 11 de départ ou une idée plus précise? Et qu'est-ce qu'on peut espérer face à des nations un peu plus importantes, et notamment face aux échéances de la qualification à la Coupe du Monde, qui sont très très importantes? Ouais, je vais peut-être commencer. Ou Firas, si tu veux, vas-y. Ouais. Donc, en termes de certitude, on est content du niveau affiché par Issa Laidouni. On pense qu'on tient un bon milieu capable de remplacer Ilyes Skhiri ou d'apporter quelque chose sur un côté. Il a montré de belles choses aussi en tant que milieu relayeur. Jaziri aussi, il a montré de belles choses. Abdi aussi. Maintenant, il faut impérativement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Monvolkbaer il puisse se mettre en tête son 11 titulaire. On pense qu'on l'a. Maintenant, il faut qu'il se fixe les joueurs, les plans B. Pour chaque poste, un joueur du même niveau qui pourrait remplacer les titulaires. Parce que parfois, on pense les avoir trouvés, puis on fait marche arrière. Moi, je pense notamment à Anis Ben Slimane,
Il m'a beaucoup plu en milieu relayeur gauche. On sait que le titulaire, ça va être Ferjen Issessi. Voilà, pour moi, Enis Ben Slimane est une très bonne alternative. Et voilà, il faut plus qu'il le titularise à droite. Ça ne va pas l'avantager. Et on va encore à chaque fois faire marche arrière et se poser des questions et se dire est-ce que c'est une bonne pioche ou pas. Donc, une fois qu'on a une certitude, il faut qu'il reste là-dessus et il faut que ces joueurs-là soient stabilisés à ces postes. Parce que on se rapproche petit à petit des grandes échéances et il faut maintenant qu'il ait plus de certitude. Ok, super. Filas, t'en as pensé quoi, toi? Bah, pour les projections, moi, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Au moins, je suis cohérent avec moi-même. Non, c'est vraiment le. On est en phase de construction, moi, je pense. Donc, encore une fois, moi, j'attends pas. Je veux pas être super exigeant pour la prochaine CAN là, qui arrive dans 3 mois. Si on arrive, si on arrive si on arrive dans le dernier carré, c'est bien. Sinon, vraiment, va falloir. Moi, je vais encore juger vraiment sur les intentions de jeu, sur les nouveaux joueurs, leur intégration. Et je vais ensuite juger sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Donc, pendant des qualifications, on a ramené des nouveaux joueurs. On a un nouveau sélectionneur qui a débuté la phase de qualif. On fait une très bonne phase de qualif, mais il n'y a rien à en tirer. Donc, je ne veux pas être super exigeant. Je sais que pour moi, on est dans une phase de reconstruction et on fait face à des équipes qui sont déjà arrivées à leur top, qui sont déjà très matures, comme l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, même la Côte d'Ivoire, qui ont tous des top players, l'Égypte, qui ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs mondiaux. Donc, nous, on n'est pas encore vraiment dans la même catégorie. Mais voilà, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, on y arrivera tout doucement. Je dis pas qu'on aura des joueurs à Manchester City ou à Liverpool, mais au moins, on aura en tout cas un groupe très bien rodé, avec peut-être une identité, même si c'est compliqué de mettre une identité pour l'équipe nationale. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne veux pas être très exigeant, mais j'espère qu'on fera quand même bonne figure voilà, pendant la CAN. Henny, t'en as pensé quoi, toi? Bah, le problème, c'est que tu arrives à quelques semaines, quelques mois de l'échéance, Karim, mais tu sais pas quel est notre style de jeu. Moi, ce dont j'ai peur, enfin, ce que je disais tout à l'heure, la Tunisie doit ambitionner d'arriver dans le dernier carré. Même si tu sors en quart de finale, c'est pas forcément infamant. Attention à la sortie de route au premier tour, ce qui peut nous arriver. On doit se fixer des objectifs quart de finale à minima pour nous. Le problème, c'est que tu arrives à quelques semaines, quelques mois de l'échéance et aujourd'hui, tu sais pas quelle est ton identité de jeu. Je pense que le sélectionneur national sait plus ou moins le groupe sur lequel il va s'appuyer. C'est 12-13 joueurs, il le sait. Même s'il n'a pas l'habitude de faire, et corrigez-moi si je me trompe, mais il n'a pas l'habitude de changer beaucoup de ses joueurs. Moi, ce dont j'ai peur, c'est d'arriver avec un 4-3-3 en phase de éliminatoire en bloc bas. Là où tu as par exemple Didier Deschamps qui fait ça, mais il sait qu'il peut s'appuyer sur des fusées, des Dembélé, il peut s'appuyer sur Mbappé. Nous, on n'a pas ça. Et du coup, en fait, tu vas jouer, comme ils disent les Anglais, park de bus, où tu vas jouer parce que tu n'as aucune solution. Et au petit bonheur la chance, tu peux dire tu as un coup de pied arrêté ou un corner, il y a quelqu'un qui va mettre un coup de casque. Nous, on n'a pas aujourd'hui ça. Et moi, j'ai peur de ça, vraiment. Soso. Ouais, ben moi, c'est plus sur la gestion, on va dire, parce que l'équipe se construit, entre guillemets. On voit qu'il y a plusieurs comment dire, profils à différents postes. Mais moi, c'est plus sur le côté droit, en fait, c'est-à-dire l'ailier droit et le milieu offensif droit et latéral droit. Autant à gauche, on a des choix, enfin, Mondar Kubayer a des choix gargantuesques. J'étais obligé de la placer, Henny, désolé, c'est un petit délire. Donc, du coup, autant il a des choix gargantuesques, autant à droite, ça me paraît un peu plus limité. On sent que, voilà, on n'a pas beaucoup de choix sur le poste de latéral droit. On n'a pas beaucoup de choix aussi, enfin, sur le poste d'ailier droit, même s'il commence à avoir des joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, maintenant des jeunes surtout. Mais justement, ça sera sur ces automatismes-là sur le couloir droit. Parce que autant à gauche, je trouve, moi je suis satisfait du rendement du côté sur l'aile gauche. Autant à droite, on a eu beaucoup trop d'interrogations sur les derniers matchs au cours de cette année 2021 et même sur la fin de l'année 2020.
et même aussi durant la CAN 2019. Donc, c'est vraiment un problème qui Monde Al-Kobaïr devra, en tout cas à l'avenir, essayer de résoudre en vue de la CAN 2000 qui aura lieu en 2022 en janvier. Donc, et ça arrivera très, très vite. Voilà. Ouais, ça va arriver très, très vite. On rappelle que les prochains rassemblements, c'est fin mois de mai, début mois de juin, et que dans notre groupe de qualif, on a la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale qu'on a joué aujourd'hui. Et les déplacements en Zambie, en Mauritanie, c'est jamais facile. On a vu l'Algérie qui a fait 3-3 il y a quelques jours en Zambie. Donc ça va être très très compliqué. Et non, pour moi, je vous rejoins totalement. La bonne nouvelle, c'est peut-être le vivier au milieu de terrain qui est meilleur, qui est de très bonne qualité. Et après, je rejoins Rémi dans le sens où on n'a pas de style. Et de ce niveau-là, c'est vraiment. Karim, on perd un peu pour le son. Donc ouais, désolé. Donc ouais, ce qu'il disait Karim en gros, c'est que tu étais d'accord plus ou moins avec ce qu'on avait dit, et les échéances à venir ne vont pas être faciles. Donc je pense que les amis, on a fait un bon live Twitch, très intéressant, très riche, hein. Très riche, et merci encore pour toi Firas, pour toi Sofiane. Karim, merci beaucoup pour l'animation de ce live. Merci Ibrahim. On remercie Heidi et notre back-office L'Habib qui a géré pour nous la mise en place de ce live. On remercie toute l'équipe de Tashkil, bien évidemment, qui nous ont aidés pour la mise en place de ce live aujourd'hui. On remercie l'ensemble des personnes qui nous ont suivis, les nombreuses questions. Et on vous remercie au nom de Tashkila, et on vous invite à nous suivre sur les 2 supports qui sont le site internet des Tashkila, très important, et la page et les différentes pages des réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On se retrouve très bientôt, et pour conclure, on va faire 10 secondes de tour de table. Brahim, on ouvre par toi. On fait Brahim, Firas, Sofiane et Karim en 10 secondes chacun. Ok, je vais essayer d'être rapide. 10 secondes, fin de Sofiane, compte, 10 secondes. Donc, en fin de compte, on termine encore une fois cette préparation avec la sélection et ces matchs avec la sélection avec un sentiment mitigé, dans le sens où, encore une fois, on a vu de belles phases de jeu, de beaux buts, et malheureusement, le point noir est de nouveau la gestion de l'effectif et la gestion des matchs. On espère que pour le prochain rassemblement, on n'en parlera plus. Voilà. Moi, pour ma part, je voulais juste déjà vous remercier, vous, à toute l'équipe, et remercier les followers de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous suivre aussi là sur Twitch pour notre lancement. Voilà, merci vraiment à tous, et j'espère que l'aventure va continuer le plus longtemps possible. Et comme je dis à chaque fois, Teshkila, le bébé, grandit bien, très très bien même. Voilà, merci à tous. Et le bébé grandit bien et le bébé mange bien aussi, Firas. Voilà pour. Et je peux vous dire qu'il ne mange pas que le Gnaoui. Donc, du coup, je tiens à remercier, bien entendu, toutes les personnes qui sont présentes sur le live avec nous. Ça fait énormément plaisir. Beaucoup de gens qui sont, qui peuvent interagir avec nous sur nos différents aussi profils Twitter personnels. Donc, on est assez accessible, donc on parlera avec tout le monde, bien entendu. Et voilà, sinon, pour moi, juste pour la sélection, c'était intéressant de voir justement ces 2 matchs-là, de voir offensivement comment on a été, même si défensivement, c'était un peu plus compliqué. J'espère en tout cas que pour le prochain rassemblement, en vue de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, on aura encore plus de certitude, et on reviendra bien entendu pour un live Twitch après les prochains matchs lors du prochain rassemblement. Voilà, merci beaucoup à tous. Moi, je remercie surtout tous nos auditeurs et tous nos followers sur Twitter. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous apportez. Et je ne vais pas revenir sur la sélection avec Bail parce qu'on a analysé ça pendant 1h30. Mais j'espère vraiment qu'on va se remettre en question sur les points sensibles, comme on en a parlé longuement, d'Ahmed, etc. Donc merci encore une fois à vous, et à très bientôt, j'espère. Donc merci les gars, merci à tous encore. Vous comprenez, on fait ça pour vous. C'était très gentil de nous avoir suivis.
N'oubliez pas, comme a dit Sofiane, on est joignable sur les comptes. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks parce qu'on est là, on est des bénévoles, hein, on fait ça sur notre temps libre. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks pour qu'on puisse s'améliorer. Et n'oubliez pas, et Tashkila, c'est pour des passionnés, par des passionnés. Merci à tous. Au revoir. Salam alaikum.